Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Dans la précédente vidéo, je vous ai fait un petit peu un suivi dans le cadre de mon décortiquage de ce que je considère être des merdias, du moins les médias et la manipulation, le conditionnement, etc., la construction de l'opinion, etc. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai donné cet exemple flagrant d'actualité de ce qui est en train de se passer à l'échelle de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'en connaître un peu plus, je vous ramène à ma vidéo que j'avais faite sur cette Union européenne, où j'ai rappelé un petit peu l'historique et surtout les influences. Si à la base, un certain nombre d'organisations se sont créées d'une façon assez logique à l'échelle européenne dans cette époque d'après-guerre, dans cette époque qu'on appelle les 30 Glorieuses, et puis aussi parce qu'il y avait aussi une situation, une condition géopolitique et économique particulière, force est de constater qu'aujourd'hui, depuis les années 90, depuis la fin de l'Empire soviétique, eh bien les choses se sont accélérées. Elles se sont accélérées dans un plan bien précis. Ce plan, vous le savez, c'est tout simplement de construire une sorte d'État fédéral, un fédéralisme européen, où forcément l'entité, une gouvernance européenne, devient supranationale sur l'ensemble des pays membres. À l'heure actuelle, il y a ce que l'on appelle la Commission européenne. Cette Commission européenne, aujourd'hui, elle a un certain nombre de pouvoirs, des pouvoirs qui sont subtilement présentés dans une syntaxe ou dans une sémantique assez particulière, sans jamais véritablement dire qu'en réalité, la Commission européenne donne ses ordres aux États-nations. Certains d'entre vous, vous le connaissez, ces fameuses recommandations, je crois qu'il y en a 2 par an, qui sont émises à chaque État membre par la Commission sur des programmes, sur des objectifs, sur des recommandations qui sont données à chacun des États pour essayer de réduire les écarts dans certains domaines afin de mieux créer une certaine harmonisation sur le plan économique et pas seulement. C'est par exemple, on le sait, depuis maintenant une dizaine d'années, une volonté farouche de l'Union européenne de voir la France se débarrasser de son système de monopole public. C'est-à-dire cette fameuse fonction publique qui fait cette particularité parfois de la France à l'échelle européenne, mais surtout derrière cette destruction de la fonction publique, c'est surtout le corps social, le contrat social qui est visé. Autrement, bien évidemment, le fait de vouloir retirer certains monopoles à l'État sur certains secteurs d'activité, et on l'a vu progressivement, le démantèlement d'un certain nombre de sociétés. Ça a été le cas par exemple de la SNCF qui a été démantelée en plusieurs entités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la société qui gère les réseaux n'est plus la même que celle qui gère les transports de voyageurs. On l'a vu avec l'énergie. Aujourd'hui EDF est sous le coup de toujours ce fameux projet Jupiter ou Hercule, non je crois que c'est Hercule, qui de toute façon à terme amènera à également son démantèlement en plusieurs entités, dont d'ailleurs l'un des projets serait potentiellement de vendre au privé la production électrique hydroélectrique. On a également les fonctions publiques de l'éducation, de la santé. Je veux dire, aujourd'hui, il faut être vraiment idiot pour ne pas se rendre compte que l'État français, de par les gouvernances, que ce soit de Sarkozy, de Hollande et de Macron, ont tout fait pour détruire le système de santé français. Alors, attention, je ne dis pas que le système de santé français n'avait pas besoin de réformes pour essayer d'équilibrer ses comptes et d'essayer d'être un petit peu plus rigoureux dans sa gestion. Mais au contraire, c'est vraiment une destruction, une déliquescence programmée que l'on a pu assister et qui s'est encore plus révélée de par la situation que a imposée la situation de la pandémie de la Covid-19. La sécurité, pareil. Aujourd'hui, un certain nombre de responsabilités qui appartenaient à la police nationale, liées avec la justice, ont été transférées à des intérêts privés. Les transports, pareil, privatisation dans certains secteurs. Donc c'est bien une destruction programmée
de la fonction publique, qui rentre dans le cadre d'un projet beaucoup plus large qui est la destruction de l'État-nation. C'est-à-dire que si en France on a cette particularité de croire encore à cet État nourricier, eh bien aujourd'hui force est de constater qu'avec la réélection de Emmanuel Macron, certains Français commencent à comprendre que cet État nourricier est en train de mourir. Et donc cette Europe, cette Union européenne, qui est devenue quasiment presque une religion sur le plan politique, au point que même aujourd'hui, Emmanuel Macron a demandé à ce que le fameux grand drapeau européen soit réinstallé à l'Arc de Triomphe, suite à cette réunion du 9 mai. Cette réunion, qui, je le rappelle, doit établir les objectifs d'un plan qui devra ou mènera à une révision de la Constitution européenne. Cette même Constitution européenne qui, normalement, chaque État membre devrait pouvoir être à la fois consulté, et chaque État membre, je dirais même, devrait pouvoir présenter au peuple les projets de réforme, les projets de révision de la Constitution européenne en référendum, sauf qu'il n'en sera pas le cas. Alors, en effet, les européistes vont se cacher derrière ce fameux site de consultation, ce site que vos médias auraient dû normalement vous informer régulièrement d'aller pour proposer, donner votre opinion sur les propositions qui sont faites pour justement cette révision de la Constitution européenne et donner en effet votre opinion sur certains points techniques. Sauf qu'évidemment, vos médias n'ont absolument pas fait le boulot. Vos médias ne vous ont absolument pas informé, je dirais même ne vous ont absolument pas sensibilisé à ce phénomène. Un phénomène qui a été investi, a été insufflé par la présidence même française. Donc ça fait depuis le début de l'année qu'il y a un site sur lequel vous auriez pu aller et vous renseigner sur ce qui est à l'heure actuelle en discussion depuis hier. Sauf que le discours qui a été fait par Emmanuel Macron et Van der Leyen tente à vouloir absolument apporter un accent sur une de ces révisions, qui est la suppression de la majorité absolue nécessaire de la part des États membres pour pouvoir faire évoluer cette Union européenne dans un certain nombre de domaines de réglementation et de pouvoir. En fait, comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, vous êtes en train d'assister à un coup d'État technocratique. Un coup d'État technocratique qui ne fait pas illusion finalement, car sur les 27 pays membres, 13 pays ont déjà émis une lettre sur leur désaccord de ce projet de révision. Et pour cause, parce que si cette révision venait à se faire, ça voudrait dire que finalement, on n'en aurait plus rien à faire, finalement, des avis des États membres. C'est-à-dire qu'il suffirait que l'Allemagne ou la France décident par le biais, évidemment, de leurs influences sur l'Union européenne, de changer, modifier ou apporter des décrets obligeant, restreignant, supprimant un certain nombre de particularités chez leurs voisins européens pour que ces textes ne soient absolument pas décidés ou votés démocratiquement par les pays membres. Je rappelle qu'aujourd'hui, la révision ou le changement même de la Constitution européenne doit être acquis sur l'unanimité des 27 pays membres. C'est d'ailleurs ce que François Asselineau a tanné pendant de nombreuses années, lorsqu'il entendait ou lorsqu'il critiquait certains politiciens qui s'évertuaient de vouloir vous faire croire que eux, au pouvoir, demanderaient une révision, demanderaient une réforme des textes européens. Alors qu'en réalité, pour réformer ces textes, il faut l'unanimité des 27 pays membres. Eh bien, c'est ce que Macron et Van der Leyen veulent essayer de supprimer. C'est-à-dire permettre à l'institution même de l'Union européenne de pouvoir modifier cette constitution ou de, des fois, décider sur des éléments essentiels de la gestion même de l'Union européenne en concordance, je dirais, avec le respect des souverainetés de chaque pays membre, eh bien tout ça, ils veulent le mettre à la poubelle.
comme je vous l'ai dit, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État technocratique. Alors évidemment, il y a un super emballage. Tellement un super emballage que même l'emballage divertissant qu'on a pu voir au Parlement européen avec ces jeunes en train de gesticuler, suivant sur une danse élaborée pour glorifier l'Europe, eh bien il y a un moment donné, on se pose la question, mais ces gens deviennent complètement hors sol. Ces gens se rendent-ils compte qu'ils sont en train de donner plus l'apparence d'une forme d'URSS, avec toute la glorification de la personnalité de ces gens qui se sont votés eux-mêmes leur propre pouvoir, au détriment du respect des cultures, des spécificités, des particularités de chacun des peuples européens. Alors, la question est posée, puisque là, on le sait, 13 des 27 États ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que Macron et Von der Leyen vont faire pour réussir à obtenir ce qu'ils veulent? C'est-à-dire cette révision de la Constitution. Est-ce qu'ils vont faire jouer des coudes auprès du Parlement pour que le Parlement vote au détriment de tout principe démocratique lorsqu'il y a désaccord de la part des pays membres? Je ne sais pas, mais la démocratie, lorsque vous avez les 2/3 des pays membres qui ne sont pas d'accord, ou plus de la moitié, 27, non, un peu moins de la moitié des pays membres, mais le principe démocratique, ce serait quand même de respecter ces 13 pays dans leur opinion. Dans leur fait de dire non, nous, on n'est pas d'accord que vous fassiez cette réforme. On n'est pas d'accord que vous fassiez cette révision. Et que là, dans ce cas-là, on met au débat. On met même, je dirais, laissons les peuples européens décider. Donc, faisons dans les 27 pays membres une éducation, une explication de à quoi correspond cette révision, et faisons des référendums. Sauf que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, pourquoi? Parce que l'agenda de l'Union européenne est aujourd'hui collé sur l'agenda du Forum économique de Davos, sur le fameux plan 2030 de M. Klaus Schwab, de son fameux Grand Reset. Pareil, si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir mes 2 vidéos. J'ai quand même fait 2 vidéos sur le Grand Reset. Et si vous connaissez un petit peu ce à quoi correspond le Grand Reset, alors, pour ceux, évidemment, si vous n'avez pas envie de vous taper les 2 heures de vidéos que j'ai fait là-dessus sur le sujet, le Grand Reset de Klaus Schwab, c'est ce fameux livre qu'il avait fait, sur lequel, en fait, il posait des postulats, il posait des situations, des conséquences et des faits sur la gestion même à l'échelle européenne comme à l'échelle internationale, sur le fait que cette trop grande diversité, le fait que cette trop grande importance qu'ont parfois certains pays à vouloir légitimer un petit peu leur positionnement souverain, sont des freins au progrès. Ce même progrès, qui s'il avait été mis en place depuis longtemps et pas freiné par des réfractaires, par des opposants, eh bien on aurait peut-être échappé, on aurait peut-être mieux géré cette pandémie et peut-être évité autant de morts. Je rappelle, là, actuellement, certains sont en train de vous montrer, rendez-vous compte, bientôt les États-Unis vont atteindre le 1 million de morts. Ça, c'est la dépêche de l'AFP. Sauf que l'AFP est un peu à la ramasse. Parce qu'aux États-Unis, nous sommes à plus d'1 million. On est à 1 024 000 décès Covid-19. Je dis bien Covid-19, parce qu'évidemment, vous comprendrez bien que Covid-19, ça veut tout dire. Tout dire dans le sens que c'est aussi bien des gens qui sont morts du Covid, qui sont morts par le Covid, ou à cause du Covid, ou aux conséquences et dommages collatéraux du Covid, mais qu'on a classés dans le Covid. Car je rappelle que
Depuis juillet 2021, le fameux CDC américain, avec le fameux VAERS, a décrété qu'il ne ferait plus de ventilation sur les décès. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus faire de ventilation? Ça veut dire tout simplement, c'est que désormais, on met tout le monde dans le même panier et on balance ça en statistique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la différenciation entre les personnes qui sont peut-être mortes à cause du Covid, c'est-à-dire ils ont chopé le Covid, ils ont eu une aggravation, un Covid grave, et malheureusement ils ne s'en sont pas sortis. Comme des gens qui avaient des pathologies, des maladies, des cancers ou des particularités qui se sont aggravées à cause soit du Covid, soit à cause des infrastructures défaillantes et des dysfonctionnements qui n'ont pas pu permettre de leur apporter les soins nécessaires, alors qu'en réalité ces gens-là sont décédés de leur propre fragilité, de leur propre pathologie, parfois sans Covid. Mais comme on n'a pas fait d'autopsie, comme on n'a pas fait de test, eh bien ces gens ont été rentrés dans les statistiques morts de Covid. Petit aparté, terminé. Donc plus d'1 million de morts Covid. Oh, mon Dieu, quel chiffre énorme. C'est dramatique. Rendez-vous compte. Si on avait pu mieux faire, on aurait pu éviter. Oui, mais dans ce cas-là, vous pourriez aussi éviter les 2,3 millions de morts moyens par an aux États-Unis à cause de la cigarette et le cancer du poumon, ou voire même peut-être arrêter de laisser entre les mains de certains Américains une voiture. Cela peut-être permettrait de réduire de 13,5 millions de morts sur la route en moyenne par an. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que là, on parle d'une pandémie. Ben oui, mais le problème, c'est que si vous voulez faire des actions pour limiter les morts et peut-être préserver des gens de leur propre connerie ou de leur propre irresponsabilité, ou etc. Ah oui, mais on est dans le pays de la liberté. Donc tu as la liberté de fumer et de mourir d'un cancer, tu as la liberté de te tuer ou de tuer d'autres gens en voiture. Par contre, tu n'as pas la liberté de ne pas te faire vacciner. Sauf que ça, malheureusement, cette doctrine aux États-Unis n'a pas fonctionné et elle ne fonctionne plus. En revanche, en Europe, force est de constater que vous en êtes encore très très loin. Que plane toujours sur vos têtes le fait que si en France vous avez déjà le pass vaccinal, force est de constater que récemment l'Europe a confirmé la mise en place d'un pass digital dans lequel, évidemment, pour l'instant, on incrémentera le pass Covid, mais avec une évolution évidente sur d'autres domaines. La digitalisation de l'individu s'accélère, que ce soit en France ou en Europe d'une manière générale. Que, petit à petit, vous voyez disparaître vos DAB, les distributeurs automatiques de billets. Mais non, il paraît que la suppression de l'argent liquide, c'est une fake news. C'est des idées complotistes. Sauf que le fait est, c'est que depuis quelques années, quand vous voulez retirer 500 ou 1000 ou 2000 euros en espèces dans une banque, eh bien, bon courage, parce qu'ils vont vous faire des tas de salamalek pour, savoir qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Oui, mais vous comprenez, pour des questions d'assurance, on doit déclarer ce pourquoi vous voulez cet argent. Pour au final, en fait, vous ne l'aurez jamais et vous ne l'aurez plus, puisque de toute façon, les banques ont pour mission de vous soit obliger à utiliser des produits ou des opérations internes qui vous permettraient justement de pouvoir satisfaire vos besoins financiers, nonobstant évidemment une petite taxation, quelques petits frais par là pour faire tourner le business. Prisonnier. Les données personnelles. Aujourd'hui, de plus en plus, vous ne pouvez quasiment plus rien faire sans que vous êtes obligé de vous inscrire, vous êtes obligé de donner des références, des données personnelles, pour payer vos factures, pour aller acheter sur un site internet, pour certifier, pour avoir un certificat, pour avoir des documents, etc., 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 etc. Même vos impôts.
vos impôts aujourd'hui, prélèvement automatique à la source, et on vous demande simplement bientôt de confirmer uniquement en datant et signant que les valeurs que vous avez touchées, qu'on vous a calculées pour vous, sont bons. En fait, vous ne remplissez plus votre déclaration d'impôt, on la remplit pour vous avec les chiffres qu'évidemment on aura subtilement collectés de par justement les interactions, les interconnexions qu'il y a aujourd'hui avec tout ce qui vous concerne sur le plan financier. Charge à vous quand même d'éventuellement de déclarer ce que le fisc n'a pas signe ou eu de traces sur quelques transactions en espèces, par exemple. Donc vous voyez, l'étau se resserre. Sauf que le problème, c'est que ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite aux yeux de la situation économique, de la situation maintenant géopolitique. Je rappelle, aujourd'hui, il y a énormément de pression dans les sphères de l'Union européenne pour faire en sorte de passer outre tout le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je rappelle que ce processus, normalement, en moyenne, doit durer 10 ans. Or, il semblerait qu'on veuille absolument, dans les plus brefs délais, intégrer l'Ukraine à l'Union européenne en faisant fi de tous les principes, de toutes les règles, de tous les curseurs, de toutes les sécurités, de tous les verrous que l'on a mis en place dans cette procédure pour justement éviter d'accepter tout et n'importe quoi. Ceci dit, quand on a à partir du moment accepté la Grèce alors que ce pays n'apportait aucune garantie de réforme fiscale et économique pour s'aligner dans un système d'union européenne, on a vu le résultat, hein. La Grèce a été le premier pion à nous mettre bien dans la merde. Qui plus est, quand on voit aujourd'hui la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, sauf que le problème, c'est que d'un côté, on vous dit non, on ne veut plus acheter, on ne veut plus utiliser, on ne jettera plus de ressources énergétiques à la Russie, on va bloquer les comptes, etc. Sauf que le problème, c'est que tout ce qui a été décidé en sanctions à l'échelle européenne, en réalité, toutes ces sanctions ont eu un effet boomerang sur l'économie même d'un certain nombre de partenaires de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, en voulant jouer la carte pro-atlantiste contre la Russie, eh bien en réalité, c'est tirer des balles dans le pied. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que actuellement la Russie continuait à fournir du gaz à certains pays. Un contrat est un contrat. Vous respectez les clauses du contrat. Si du jour au lendemain vous décidez de ne plus acheter du gaz russe, tout du moins de ne plus recevoir ce que les Russes sont obligés de vous fournir suivant un contrat, si il y a rupture de contrat, eh bien chaque partie doit respecter les conditions du contrat et payer des pénalités. Donc à partir de là, on a continué à recevoir du gaz russe, en catimini. Poutine, rien que pour emmerder le monde, dit maintenant, pour payer ce que vous devez encore me payer, vous allez devoir le payer en roubles. Sauf que le problème, c'est quelles sont les banques aujourd'hui qui peuvent éventuellement faire les transactions en roubles? Il n'y en a pas. Donc on est obligé de passer par d'autres structures, par d'autres organismes. Et qui plus est, passer par d'autres organismes, c'est-à-dire que finalement, eh bien, on va faire payer les frais aux contribuables européens. Vous voulez une autre histoire? Vous savez, toutes ces doses qui ont été achetées par l'Union européenne, toutes ces milliards de doses, eh bien, on vient d'apprendre qu'il y en a plus d'1 million qui viennent d'être jetées parce qu'elles sont périmées. Rendez-vous compte, elles sont périmées. Pourquoi? Parce que y a des vilains citoyens européens qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Donc pour remédier à ce problème, M. Schwab lui dit, mais ça ne devrait pas. Il faudrait faire en sorte d'avoir des outils, des leviers contre tous ces citoyens qui ne veulent pas se soumettre. Je rappelle, dans le Grand Reset, Schwab suggère qu'à terme,
nous serons confrontés à une situation où, en effet, si d'un côté on vous dit les migrants c'est la chance pour l'Europe, si on vous dit que les migrants c'est la chance pour la démographie européenne, M. Schwab, dans son livre, il le dit, il n'y aura pas assez de taf pour tout le monde. Il y a des métiers qui vont disparaître. 83% des métiers que nous voyons aujourd'hui vont disparaître à l'aube de 2035. Tenez, un titre d'exemple. L'un de mes anciens collègues vient de m'envoyer cette photo. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Excusez du peu, j'ai juste flouté évidemment l'enseigne pour éviter, etc. Ce sont ce qu'on voit dans les stations de métro, ce sont des portes. Bon, ça, sauf que ce sont des portes pour accéder à la salle de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrôle d'accès au cinéma fait par un être humain. C'est-à-dire que vous allez devoir être obligé d'avoir au moins votre QR code sur votre téléphone ou d'avoir imprimé votre ticket lors de l'achat pour ensuite pouvoir accéder à la salle par l'intermédiaire de ce tourniquet, exactement comme dans le métro. Voilà, disparition d'un métier, le métier de contrôleur. Vendeur aussi. Allez aujourd'hui dans un cinéma, dans un grand multiplex, vous allez vous rendre compte que vous allez les compter sur les doigts de la main, les employés que vous allez pouvoir voir. Et ils vont disparaître, eux aussi. Il n'y aura plus personne. Il y aura certes en effet, comme partout, peut-être une ou deux personnes, mais qui seront là juste pour résoudre les petits aléas, les petits bugs qui peuvent arriver sur la technologie. Mais d'une manière générale, désormais, quand vous alliez au cinéma, le cinéma c'était un spectacle. Il y avait de l'ambiance, il y avait du contact. Là maintenant, ça sera très clair. C'est venez, payez votre billet, au mieux achetez de la confiserie et du popcorn, allez voir votre film, et après cassez-vous. Donc rappelons la chose essentielle de ce mécanisme, de ce rouage. Si de plus en plus un certain nombre de métiers sont dématérialisés, et donc incitant la disparition de l'action humaine, c'est-à-dire l'accentuation et la dépendance donc de l'automatisation, ce sont des tas de métiers qui disparaîtront. Alors, aujourd'hui, on le voit, les technologies vont très très vite. Aujourd'hui, vous commencez à voir des robots qui vous fabriquent votre pizza. On voit aujourd'hui des machines qui vont vous faire votre popcorn. Aujourd'hui, on va voir aussi des machines qui vont finir par remplacer votre supérette. On le voit bien. Aujourd'hui, en France, dans certaines villes, vous avez des supérettes qui sont en fait automatisées. Mais qui dit automatisé, ça veut dire que si avant votre supérette, il y avait 2-3 personnes pour faire tourner la machine, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne qui, peut-être 2 ou 3 heures par jour, viendra réalimenter les rayonnages, etc. Mais au final, le jour où vous aurez un problème, il n'y aura personne. Vous devrez appeler un numéro d'urgence, on vous conseillera, puis on vous dira, voilà, on a pris vos coordonnées, etc. Puis on vous enverra, si c'est possible, un bon d'achat. Non mais moi je ne veux pas mon bon d'achat, moi je viens de claquer 15 € dans des paquets de chips, un sandwich, etc. et j'ai pas les produits. Donc moi je veux récupérer mes 15 €. Ah oui mais comprenez, ce n'est pas possible. Le pot de terre contre le pot de fer. Parce que, dites-le-vous bien, tout ce qui vous sera présenté comme de la technologie, tout ce qui vous sera présenté comme du progrès, mais du progrès qui évidemment effacera, détruira, fera disparaître un certain nombre de métiers, voire même, déjà aujourd'hui, certains métiers où l'on a besoin d'avoir quand même des gens qui ont les savoir-faire, eh bien aujourd'hui sont confrontés au problème que les savoir-faire ont disparu. Et tout d'un coup, on se retrouve comme deux ronds de flanc face à une machine qui est censée faire un service ou un produit, mais parce qu'elle ne fonctionne pas, eh bien, on essaie de remplacer la machine par un être humain de façon temporaire, sauf que l'être humain, il faut qu'il ait un minimum de compétences, sauf que les compétences, si elles n'existent plus... Savez-vous qu'aux États-Unis, nous avons dans certains États, certaines entreprises aujourd'hui,
qui sont en train de recruter des retraités. Des retraités, qui plus est, des gens qui ont pratiqué les métiers, pour justement compenser parfois les défauts, compenser les problèmes, compenser les dysfonctionnements de ces fameuses technologies qui sont la source du progrès. Donc, tout ça pour vous dire que forcément, sur l'éventail des métiers que l'on peut aujourd'hui trouver dans nos sociétés, si 80% de ces métiers disparaissent d'ici 2035, qu'allons-nous faire de tous ces gens qui finalement ne pourront pas trouver de métier, même s'ils sont qualifiés? Ce n'est pas une légende. Quand vous avez des concours de la fonction publique, c'est un examen. Regardez le nombre de places qu'il y a pour voir et le nombre de candidats qui se présentent. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte du dysfonctionnement de la société. C'est-à-dire que pour une centaine de postes, vous avez des fois 2000 ou 3000, voire 5000 candidats. Donc, évidemment, à un moment donné, on va se poser la question, mais tous ces gens-là qu'on ne va pas pouvoir faire rentrer dans la vie active, qu'allons-nous en faire? Et c'est là qu'intervient le revenu universel. Sauf que le revenu universel tel qu'il est conçu par Klaus Schwab dans son livre, c'est évidemment un revenu universel non sans quelques petites contraintes, non sans quelques petits sacrifices. Parce qu'après tout, dans des modèles ultralibéraux, rien n'est gratuit, tout se paye. Voilà le projet européen. Sauf que pour évidemment accélérer le processus, accélérer la mise en place des piliers, des éléments qui vont être la constituante même de la mise en place à terme de ces projets, eh bien il faut tout simplement s'absoudre. Il faut se délivrer des chaînes de la démocratie. Cette fameuse démocratie qui permet à chaque État membre de dire oui, ok, pas ok, je suis pas d'accord, non, il faut débattre, je veux changer le texte, machin, le point, la virgule, etc. Eh bien tout ça, balayé. Désormais, la Commission européenne aura autorité pour décider. Le Parlement européen n'est qu'une formalité. Tout comme d'ailleurs l'Assemblée nationale dont vous allez voter aux législatives au mois de juin sera elle aussi une simple formalité, mais ne sera plus un outil démocratique de la représentation du peuple pour l'intérêt du peuple et la sécurité des éléments fondamentaux de la démocratie et de la République. D'ailleurs, 5 ans de Macron ont déjà fait cette démonstration, pour ceux qui, évidemment, savent lire entre les lignes. Donc, ce qui vient de se passer, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, est un coup d'État, ou tout du moins une tentative de coup d'État technocratique. Un coup d'État technocratique qui, évidemment, a fait soulever 13 États. Mais à l'heure où je vous parle, est-ce que ces 13 États vont avoir suffisamment de poids pour décider, lorsque cette révision va arriver entre les mains du Parlement européen, faire en sorte qu'elle soit rejetée? Pour l'instant, ils ne sont que 13 sur 27. Mais sur les 13, peut-être qu'actuellement, au moment où je vous parle, il y a un véritable phénomène de pression. On essaie de faire de la dissuasion contre certains États. La Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, ces pays qui ont encore pas mal de travail à faire sur le plan économique et qui dépendent énormément d'un certain nombre de subventions de l'Union européenne, peuvent très bien s'entendre dire en coulisses, si vous ne changez pas d'avis, on va vous couper les vivres sur certains points. L'Irlande, peut-être que vous en avez entendu parler, l'Irlande a un voisin, qui est l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Eh bien, cette Irlande du Nord possède, comme la plupart des royaumes du Royaume-Uni, justement, de la Grande-Bretagne, cherchez l'autre terme, eh bien,
une élection a donné la victoire au Sinn Féin. Sinn Féin, c'est ce fameux parti plutôt nationaliste irlandais. Évidemment, ça déplaît. Ça déplaît à la couronne d'Angleterre, ça déplaît au régime même britannique. Parce que ça voudrait dire que, tout d'un coup, vu que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, l'Irlande du Nord, par le Sinn Féin, pourrait très bien vouloir décider de faire un référendum pour savoir si elle veut déclarer son indépendance, et peut-être, pourquoi pas, rejoindre et retrouver sa terre natale, l'Irlande. Vous voyez, ce problème géopolitique interne à la Grande-Bretagne nous remet exactement au même problème que nous connaissons avec l'Ukraine. C'est la capacité à un moment donné, de par la démocratie, que le peuple décide de son destin. Sauf que donner au peuple la capacité de gérer sa propre destinée va complètement à l'encontre des idées mondialistes, va complètement à l'encontre des intérêts globalistes. Et donc, ces entités, ces empires, ont tout intérêt à garder une mainmise sur l'autorité, une mainmise sur les rouages, une mainmise sur le système même de ces pays. Ce que l'on appelle plus vulgairement l'État profond. Et de fait, si aujourd'hui l'Union européenne s'accorde, s'auto-détermine à se donner des outils avec plus de pouvoir sur la souveraineté même de vos pays, sur la souveraineté même de la France, eh bien, je suis désolé de vous dire, mais là, on n'est plus dans de la démocratie. On est dans un processus supranational, voire empirique. Et tout ce qui est empirique, vous comprendrez que c'est assimilable à de la dictature. Sauf qu'évidemment, dictature, c'est un mot un peu galvaudé dans l'inconscient collectif, avec toutes ces références. Staline, Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet. Donc des images, évidemment, qui s'entrechoquent un petit peu, et qui façonnent un visage de la dictature, mais qui occulte complètement le fait que la dictature, elle peut avoir d'autres visages, elle peut prendre d'autres formes, voire même être un système totalement actif, sous couvert, sous manteau de démocratie. Après tout, nous en avons des pays qui existent, qui sont des démocraties constitutionnelles. Mais pourtant, c'est toujours le même président qui réussit à se faire élire à chaque élection. La Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, voire parfois même des tentatives d'essayer de démocratiser un peu le pays, de faire plus de liberté, multipartisme, etc. Sauf que le problème, vous avez certains pays dont la culture est assez particulière et dans lequel la démocratie ne fonctionne pas. Elle fonctionne tellement mal que là, nous avons vu l'élection de Marcos, je ne me souviens plus de son prénom, mais qui est en fait, je crois, le fils ou le petit-fils de l'ancien dictateur Federico Marcos. C'est-à-dire que les Philippins ont finalement voté pour revenir à la famille Marcos au pouvoir. Pourtant, c'est un pays qui s'est démocratisé. Mais parce que c'est un pays où il existe une certaine culture, une certaine particularité, de par des relations difficiles entre ethnies, politiques, idéologiques, spirituelles, culturelles, voire même certaines traditions d'ordre d'influence, mafieux, corruption, qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de pays asiatiques et pays de l'Est. Même au sein de l'Union européenne, nous avons des pays où ces pratiques existent toujours. D'où la raison pour laquelle ils sont difficilement gérables et difficilement à même de s'adapter aux cultures de l'Europe. Donc vous comprendrez que si l'Europe se dote
d'un bâton de maréchal pour pouvoir dicter ses ordres à tous les pays européens, eh bien, peut-être qu'en effet, ça résoudrait pas mal de problèmes dans certains de ces pays qui ont du mal à faire tourner leur démocratie sans réussir à se débarrasser de toute la corruption, de tous les phénomènes oligarchiques qui sont spécifiques, d'ailleurs, aux cultures slaves et baltes. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, vos médias, même les médias qui ne sont pas forcément très pro-européens, pourquoi ils ne vous en parlent pas? Pourquoi ils ne vous montrent pas qu'il y a actuellement quelque chose qui est en train de se passer à l'échelle européenne d'une importance capitale? Parce que ce qui risque d'en découler, c'est que si jamais Macron et Van der Leyen et toute leur clique réussissent à faire cette révision de la Constitution européenne, eh bien ça voudra dire qu'ils vont développer ou mettre en place un projet exceptionnel d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et si cette adhésion finit par être acquise au mépris de choix, de décisions des pays membres, qui évidemment n'auront pas leur mot à dire, puisqu'on les supplantera par un texte qui mettra à la poubelle leur opinion, eh bien dans ce cas-là, ça voudra dire que si l'Ukraine accède à l'Union européenne, vous comprendrez bien que Poutine, lui, ne va pas attendre d'entendre dans les jours qui suivent l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne que l'Ukraine va intégrer l'OTAN. Lui, il peut appuyer sur le bouton. Il peut d'autant plus appuyer sur le bouton que son peuple, le peuple russe, y est préparé. Pas le pays, pas les peuples européens. Tout comme toutes ces sanctions. On vous a chanté que ça va affaiblir la Russie, qu'elle va s'effondrer en quelques semaines, que le peuple russe va se retourner contre Poutine, etc. Sauf que force est de constater que depuis le 28 février, date de l'invasion de l'Ukraine, oui, il y a eu des sanctions, oui, il y a eu une chute du rouble, parce que là, le rouble, il est remonté à son plus haut niveau depuis 2 ans, et qu'il n'y a pas eu les effets escomptés. Voire même, aujourd'hui, certains experts qui commencent à admettre que finalement, on a peut-être sous-estimé la capacité des Russes à supporter les sanctions. Certains même, de certaines notoriétés sur la Russie, vous le diront. Aujourd'hui, la Russie a au moins 1 an et demi de réserve pour tenir le coup et faire durer cette guerre. Sauf que si Poutine décide de faire durer cette guerre, là en revanche, je peux vous dire qu'à Washington, il commence à grincer des dents. Parce que si cette guerre continue pendant 1 an, que ce soit les États-Unis, ou que ce soit l'Europe, il va y avoir un moment où les peuples vont se dire « Attendez, vous n'allez pas continuer à verser des armes, à verser des milliers, des millions, des milliards d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, dans une guerre qui, de toute façon, est en statu quo. » Donc c'est un problème. Washington prend conscience que c'est un problème. Et qu'aujourd'hui, s'offre à eux un choix, soit de trouver un consensus avec Poutine pour mettre un terme à cette guerre, soit de continuer à alimenter cette guerre, mais à terme, nous allons le payer non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan économique. Qui dit plan économique dit sur le plan social. L'inflation, elle est là, et elle va continuer. Qu'il va y avoir de plus en plus de difficultés à asseoir les bénéfices et les chiffres d'affaires des sociétés qui, pour compenser, qu'est-ce qu'elles vont faire? À votre avis, elles vont faire ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire réduire les effectifs, c'est-à-dire envoyer des gens au chômage, c'est-à-dire pour des groupes liquider certaines filiales, se revendre les unes des autres. Je vous ai parlé d'Elon Musk et de Twitter, on vous fait tout un foin parce que Elon Musk voudrait libérer, voire même peut-être il va actuellement peut-être remettre le compte de Donald Trump. Oh mon Dieu! Sauf comme je vous l'ai dit, c'est en fait de l'esbrouf.
En réalité, Elon Musk n'a fait que sauver Twitter d'un potentiel échec, voire même d'une potentielle procédure lancée contre Twitter par le Parlement américain, plus particulièrement du Sénat, voire une loi antitrust, qui forcément là aurait pour conséquence d'affaiblir considérablement Twitter. Je rappelle, Twitter n'a pas la même envergure, n'a pas la même infrastructure que Facebook. Facebook, qui lui s'est transformé en Meta, comme a fait aussi Google en transformant en Alphabet, etc. Là, Twitter est tout seul. Donc, les actionnaires derrière, nous, on préfère dire oui à Elon Musk qui nous assure une augmentation de 10 à 15 $ notre action, que de dire non sous prétexte parce que les progressistes, les wokistes, etc., ils sont en train de hurler à la mort qu'il ne faut surtout pas que Elon Musk achète Twitter. On a même Monsieur Breton qui est allé voir Elon Musk pour lui dire, vous savez, Elon Musk, vous achetez Twitter, c'est bien, mais vous savez, en Europe, on a des règles, on a des principes, etc. L'air de dire, vous savez, nous avons notre propre perception de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire sur Twitter, etc. So we are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And of course, we discussed many issues, and I was happy to be able to explain to you the DSA, Yes. a new regulation in Europe. And I think that now you understand very well. It Yeah. fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind, and you know, I think just anything that you know my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. No, thank you very much. That's again a good example. And when we see that it could be some differences, especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, Yes. as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did, and I'm happy to see that we align. Sounds good. Thank you very much. Thank you very Thank much. you. All right. Dit le mec qui représente une corporation qui détruit l'économie des pays membres à un mec qui est un multimilliardaire, qui a créé des entreprises, qui a pris des risques et qui vient de s'offrir Twitter. Oui, jusqu'où ça va? C'est-à-dire qu'on peut même parler d'un fanatisme européen. Donc, quand vous avez Mélenchon, qui aujourd'hui se fait attaqué de tous les côtés, alors en dehors du fait de son UP, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Georges Bouffe à tous les râteliers, laisse planer l'idée de peut-être remettre en cause l'hégémonie de l'Union européenne sur la souveraineté française, etc. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit, si vous voulez sortir de l'Union européenne, ne le dites jamais, parce que vous allez vous faire tacler de tous les côtés. Et je ne pense pas que Mélenchon, de toute façon, ait les moyens aujourd'hui de se permettre de vouloir laisser suggérer l'idée d'un potentiel Frexit. On verra bien au mois de juin ce que ça va donner. Mais très sincèrement, cette fameuse nouvelle Union populaire écologique et sociale, j'ai envie de dire, il n'y a que ceux qui sont hors sol qui y croient. Qui y croient parce que, déjà, comment des partis politiques qui sont censés quand même avoir leur certaine dignité quand même, une certaine fierté de défendre des idées, finissent par accepter les consensus vis-à-vis des insoumis et d'accepter de ne pas mettre des candidats, voire même de supprimer leur soutien à des candidats historiques dans certaines circonscriptions pour céder la place à des insoumis. C'est bien que très rapidement, c'est parti en vrille. Que certains ont dit non, moi il est hors de question que j'accepte ce contrat, moi je me représente en tant que candidat indépendant. Et vous avez même cette députée de Marseille qui dans l'idée, commence à réfléchir peut-être à constituer une nouvelle forme de groupe socialiste en dehors, dissidente de cette union.
populaire, écologique et sociale. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce fameux NUP, mais ça part déjà mal. Ça part déjà mal puisque, comme de toute façon la logique le veut, c'est que tous ces tous ces partis qui se sont pris des tôles à la présidentielle essaient d'exister encore par l'intermédiaire des insoumis, sauf que les insoumis sont parfaitement conscients que sans eux, ils n'ont aucune chance de voir des sièges à l'Assemblée nationale. En revanche, on voit bien que les médias sous-estiment peut-être Reconquête. Ce serait une surprise que Reconquête puisse obtenir des sièges. Là, ça remettrait encore tout en question. Tout aussi bien que si jamais les socialistes n'arrivent pas à atteindre le quorum et finissent par ne pas avoir de siège du tout à l'Assemblée nationale. Ce serait une première historique. Imaginez, le Parti socialiste, parti de gauche traditionnel, absente à l'Assemblée nationale. Revenons à l'Europe. Cette fameuse Europe qui, de par cette action qui vient d'être lancée, c'est pas terminé, hein. Là ils ont fait une petite fête entre eux le 9 mai pour célébrer ce projet. Le projet, il faut qu'il arrive à terme. Et comme je vous l'ai dit, pression, influence vont énormément jouer pour essayer de réduire le nombre de ces 13 États qui sont contre à des ersatz. Et finalement, au Parlement, ça passera finger in the nose. Et du coup, très rapidement, vous verrez que des décisions seront prises par l'Union européenne au mépris de ce que la grande majorité des peuples européens pensent. Donc à partir du moment où quand vous avez un régime qu'on n'a rien à foutre de la vie du peuple, quand vous avez un régime qui décide de façon technocratique, de façon autocratique, de façon totalitaire, au détriment de l'opinion, au détriment de la souveraineté du peuple, ou des peuples. Je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, mais moi j'appelle pas ça une démocratie. Donc advienne que pourra sur ce sujet. On va voir ce qui va en découler. Mais force est de constater que ce qu'ils sont en train de faire est un signe avant-coureur. Qu'ils sont conscients que l'existence même, la vie même de l'Union européenne est menacée, et donc il faut absolument accélérer le mouvement, accélérer le calendrier pour instaurer une sorte d'impérialisme européen sur l'ensemble des pays membres. À cette réflexion, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.